En première licence, je suis allé trouver le professeur de géographie physique, le professeur Macquart, pour lequel je souhaitais travailler, et il m'avait donné comme sujet de fin d'études l'étude des accumulations pierreuses en Allemagne. J'ai été très vite centré sur l'étude d'accumulations pierreuses qui se trouvent dans les Hauts-de-Fagne. Il y avait un intérêt particulier car un Allemand, en 1915, Kurt Stamm, avait décrit dans la partie allemande, qui était allemande et qui est devenue belge par la suite, des accumulations pierreuses qu'il interprétait comme des traces glaciaires. Et donc il avait écrit un article disant qu'une glaciation avait existé sur le plateau des Hauts-de-Fagne. J'ai regardé les choses avec beaucoup d'attention dans mon travail de fin d'études et j'ai conclu qu'il ne s'agissait pas de traces glaciaires, mais de traces périglaciaires. Alors, étant donné que je vais parler beaucoup de périglaciaires, j'explique peut-être que périglaciaire, ça veut dire autour des glaciers, c'est-à-dire la géomorphologie, puisque c'est ça que j'étudie, périglaciaire, qui se trouve dans la bordure des glaciers où les alternances de gel et de dégel sont extrêmement fréquentes. Et par conséquent, où il y a un pergélisol, mais surtout les processus géomorphologiques sont très importants. Ainsi, le gel-dégel est considéré comme le processus le plus efficace pour désagréger les roches, en l'absence de forêt, puisqu'on était alors, on est dans la toundra souvent, ou dans le désert polaire, les matériaux coulent sur les versants rapidement et les fonds des vallées eux-mêmes sont occupés par des rivières qui ont un aspect tout à fait différent de celui qu'elles ont actuellement, étant donné les crues nivales, les crues dues à la fonte de neige, et aussi la charge extrêmement importante qui arrive, c'est-à-dire les cailloux, etc., qui arrivent dans le fond de la vallée. Il faut savoir que au début, moi je ne le savais pas, je ne me rendais pas compte, mais il y a eu un intérêt à ce moment-là extraordinaire pour le périglaciaire. En effet, c'est après la guerre qu'on s'est rendu compte que notre région n'avait pas été façonnée uniquement sous un climat comme celui qu'on a maintenant, mais souvent dans des conditions périglaciaires, étant donné que l'essentiel du quaternaire des derniers millions d'années ont été occupés par des périodes froides, par les glaciations. Sorti en 1952, en 1953, j'ai fait mon service militaire. Et comme officier de réserve, j'ai été attaché à l'Institut géographique militaire. J'ai eu là l'opportunité de consulter les photos aériennes. C'était à ce moment-là des documents secrets, on les obtenait difficilement, et même après, quand j'ai été démobilisé, je ne pouvais plus accéder aux collections de photos qui se trouvent et qui étaient prises à ce moment-là pour faire les cartes topographiques. Bien entendu, dans des moments de liberté pendant l'hiver, où on ne travaillait pas sur le terrain à l'IGM, à ma grande surprise, j'ai découvert alors, sur le sommet du plateau des Hauts-de-Fagne que je n'avais pas étudié, des dépressions fermées entourées d'un rempart et remplies de tourbes qui m'intriguaient considérablement. Je suis passé alors à la botanique à l'université de Liège, où le professeur Bouyen, qui était membre de cette académie, était directeur de la station des Hauts-de-Fagne. Il devait bien connaître le problème, et donc un samedi, en rentrant de l'armée, je me suis présenté à la botanique, je n'ai pas été reçu par le professeur Bouyen, on m'a donné un tiré à part en disant tout ça est bien connu, voilà une publication de M. Bouyen qui a été faite en 1937. Effectivement, cette publication avait un grand intérêt. D'une part, il avait fait les premières études palynologiques des pollens à l'intérieur de la tourbe, dans la tourbe qui remplissait la cuvette, et il avait montré que les formes existaient déjà à la fin de la dernière glaciation.
La conclusion de son article était qu'on ne connaissait pas de processus naturel capable de prendre la Terre dans un ensemble, quelque part, et la rejeter en bordure, de telle sorte qu'il pensait que c'était des hommes préhistoriques qui avaient fait ce travail. Mais dans mon travail de fin d'études, j'avais été amené quelquefois à faire des trous pour voir les formations, et je me suis bien rendu compte que ces milliers de dépressions, qui avaient peut-être 40 mètres en moyenne de diamètre, qui, avec des murs de 2-3 mètres de hauteur, bref, des millions de mètres cubes de terre qui avaient été déplacés, c'était impossible qu'une civilisation préhistorique ait fait des formes semblables. De telle sorte qu'à l'armée, là, ici à l'IGM, j'ai été consulter la Bibliothèque nationale, voir les publications qui existaient vers le périglaciaire, puisqu'on avait déjà tendance à expliquer à ce moment-là ce qu'on ne comprenait pas chez nous par les climats froids qui avaient existé il n'y a pas longtemps. Et de la sorte, j'ai découvert les pingos, des buttes qui existent dans l'Arctique, spécialement dans l'Arctique canadien, dans le delta du Mackenzie, qui peuvent avoir 40 mètres de hauteur et sur les pentes desquelles les matériaux fluent, de telle sorte que, finalement, quand la glace a fondu, il reste une dépression entourée d'un rempart. Je suis retourné voir mon patron, le professeur Macquart, qui m'a reçu fort aimablement et qui a dit « Pissard, votre hypothèse est bien bonne, mais vous n'avez pas assez d'arguments pour la défendre. » Cependant, l'année suivante, j'ai été professeur à l'Athénée de Chimay quand j'ai reçu une lettre de M. Macquart qui m'a dit voilà, je reviens d'une réunion périglaciaire à Paris et notre collègue Marlevelt, mon collègue Marlevelt, qui a été un ami par la suite, a décrit des traces de pingos au Pays de Galles. Et il me disait, maintenant, il faut publier immédiatement ce que vous avez trouvé. C'est ainsi que j'ai fait sur ces viviers de Haute-Fagne ma première publication en 1956.